Je remercie beaucoup Pascal Payen-Appenzeller de m'avoir invité. Je suis toujours très honoré quand il m'invite à montrer mes travaux. Ça avait commencé avec la faïencerie de Sarreguemines, qui est maintenant jardin remarquable. Et là, aujourd'hui, je vais vous emmener dans un endroit terrible. Quand je dis terrible, tout à l'heure, monsieur le philosophe, vous parliez de monde et d'immonde. Je vais vous parler de immonde dans un premier temps. Et je vais vous expliquer quand même que, comme le dit très joliment Maria Rainer Rilke, nous sommes les abeilles de l'univers, nous les humains, heureusement. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous dire que je suis jardinier de formation. J'ai un brevet de technicien agricole dont je suis très fier. Option jardin espace vert et non pas poterie. Et en fait, tout s'est passé un jour d'avril 1978 où je suis allé découvrir le jardin des Moutiers à Varangéville-sur-Mer. Je ne sais pas si vous connaissez ce jardin. Hein? Je suis désolé parce que c'est mes amis. Ah oui, mais ça écoutez. Hein. Bon, alors un jardin protestant, mais c'est un jardin qui a été fait par la famille Mallet, la grande famille des banques d'affaires Mallet, avec l'architecte Lutens, qui est un merveilleux architecte qui a travaillé. C'est classé monument historique. Classé monument historique maintenant. Il a fait beaucoup de maisons en Angleterre. Il a fait 7 maisons justement, cette maison remarquable à Varangéville-sur-Mer. Et M. Mallet, qui était un homme qui voyageait pas mal, a ramené des plantes du monde entier, de ses voyages, etc. Et il a transformé un vallon en plantant énormément de magnolias et de rhododendrons allopléanum, qui sont des rhododendrons géants. Et moi, quand j'avais 18 ans, 19 ans, je suis arrivé dans cet univers. Et je me suis dit, mais c'est le métier de jardinier, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Vous transformez un lieu et vous emmenez les gens à l'autre bout du monde. Parce que le bois des Moutiers tel qu'il est à l'heure actuelle avec le vallon des rhododendrons, vous êtes sur un contrefort himalayen, quasiment. Voilà. Alors, ça, c'était mon introduction. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais c'est exactement cet esprit-là. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait d'humanité, on parlait de fraternité, et on parlait d'amour des autres et de partage de soi, enfin de partage. Ce sont des lieux remarquables parce que ce sont des gens qui, par le beau, en fait, communiquent remarquablement bien et créent des liens. Parce que le problème que nous avons dans notre société très cartésienne, c'est que nous avons, en classant tout, nous avons coupé les liens. Si vous regardez les civilisations néandertaliennes ou bien amérindiennes, le rocher, la guêpe, le serpent, l'étoile, tout ça fait partie d'une seule et même chose. D'Escola, on parle très très bien. Et le problème de notre société à nous, c'est qu'on a tout classifié, on a tout organisé. Et en organisant tout, en classifiant tout, on a en fait séparé les liens, on a coupé les liens. Et ce que je vais vous montrer là, c'est que je pense avoir essayé de mon côté, moi, Aquedo, c'est ça. Aquedo, c'est la grande décharge qui se trouve à peu près... Enfin, là, maintenant, elle est dans Abidjan, mais à l'époque, en 1965, elle se trouvait à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Alors, Abidjan, ce sont ces grandes villes, vous savez, d'Afrique, qui sont des villes qui se développent, comme la ville de Bordeaux, très horizontalement. Vous avez d'abord une démographie qui est absolument incroyable. À l'époque de la naissance de la décharge d'Aquedo, dans les années 65, il devait y avoir peut-être 1 million et demi d'habitants. Aujourd'hui, ils en sont à 15 et ils ont des projections qui sont des projections vraiment phénoménales, tellement la ville se développe vite. Alors, les productions de déchets,
une ville qui est en pleine expansion, elle ne sait pas quoi en faire. Donc, elle prend un terrain. Ici, c'était donc près du village d'Aquedo. Et on stocke, et on stocke, et on stocke. Sur un terrain qui est légèrement en pente et qui, en fait, arrive sur la lagune Ébriée. Pour que vous ayez une idée de proportion quand même, la surface de la décharge actuellement, c'est 100 hectares. Donc, vous imaginez qu'au début, vous avez à peu près 8 à 9 mètres d'épaisseur de déchets. Au bout, vous avez 40 mètres de déchets. Avec tout ce que ça veut dire en phénomène de libération de méthane, qui évidemment a une incidence directe sur le dérèglement climatique, puisque une molécule de méthane, c'est 20 fois l'incidence d'une molécule de CO2. Donc en fait, Clyde Fakhouri m'a fait venir en juillet 2019, 3 jours. Il me dit, écoute, voilà Philippe, j'ai un problème, je me suis engagé à dépolluer cette décharge sur la totalité, mais j'aimerais faire un parc dessus. J'aimerais faire un parc d'une 30aine d'hectares. Donc moi je suis arrivé, j'ai vu ce que vous voyez. Au début je me suis dit, bon moi je suis un 3 jours, bon c'est agréable Abidjan, je reprends l'avion, je m'en vais. Et ensuite, sur d'autres endroits, je me suis rendu compte que la décharge était cultivée. C'est-à-dire que les habitants, en fait, d'Aquedo, s'étaient approprié ce lieu absolument immonde, mais en s'appropriant ce lieu immonde, qui est en fait un support, avec tout ce que ça veut dire comme immondice, eh bien, il y avait quand même un phénomène très très étonnant. Vous voyez sur la photo de droite, c'est cultivé, ce sont des cucurbitacées qui sont cultivées. Sur la photo de droite, vous avez une toute petite couche d'humus, toute petite. Elle fait quelques millimètres d'épaisseur, mais elle est suffisante pour faire pousser des cucurbitacées. Alors les bananiers, eux, évidemment, ils se sont développés d'une manière remarquable. Et alors la papaye, ça, n'en parlons pas, il y en a absolument partout. Et là, sur la photo où je suis avec cette jeune femme qui a des tongs dans les pieds, alors que là-dedans, sur la décharge, j'ai des bottes, mais il y a des morceaux de verre, il y a des morceaux de métal, on peut se faire très très mal. Et bien, cette femme, elle plante en fait des graines de courge. Et moi, j'ai essayé de le faire. Je peux vous dire que c'est épuisant parce que vous tapez dans un matériau qui est un matériau qui résiste, puisqu'en fait, c'est un amalgame de tissus, de chaussures, de métal. Donc, c'est pas du tout un sol, c'est un support. Sauf que, ce qui est remarquable, grâce à ces gens qui ont cultivé la décharge dans certains endroits, il y a un phénomène d'humus qui est venu s'installer. Donc, la nature est revenue. Il y a toute une palette de micro-organismes qui sont venus s'installer et qui ont créé cette toute petite couche d'humus qui a permis de faire pousser les plantes. Donc ça m'a donné beaucoup d'espoir. Je me suis dit, en voyant ça, je me suis dit, bon, là, il y a peut-être vraiment quelque chose en tant que jardinier à faire. Il faut saisir la chose. J'avais 3 jours. J'ai dit à Clyde, écoute, moi, je suis d'accord à 2 conditions. La première, j'ai carte blanche. Je fais comme je pense qu'il faut faire en tant que jardinier. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Il faut que tu me laisses faire les choses comme je pense qu'il faut le faire. Donc il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai dit, écoute, sur la décharge, il y a des arbres qui poussent. Donc on arrache les arbres. On met ces arbres en pépinière. On lance une pépinière, mais une grande pépinière. Et pendant que se font les travaux de dépollution de la décharge, on fait pousser tous ces végétaux, on sauvegarde les végétaux qu'on peut sauvegarder, on lance une grande pépinière, mais comme le faisait Louis XIV, je veux dire, quand Louis XIV a fait Versailles, la première chose qu'a fait le nôtre, il a dit, bon, moi, il me faut une pépinière, parce que, voilà, je vais avoir des milliers d'arbres à planter. C'est pareil, c'est dans le même esprit. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, avant de faire quoi que ce soit, on fait une pépinière. Il m'a dit, banco, ça marche. On commence comme ça. Alors, cette photo-là, c'est pour vous montrer les ambiances. Alors,
Sur la photo de gauche, c'est la forêt du Banco. La forêt du Banco, c'est ce que vous pourrez dire, c'est la forêt de Fontainebleau ici chez nous. C'est une forêt très dense, avec un étagement, vous voyez, très dense, avec des grands terminalia, des grands fûts, beaucoup de palmiers, parce que les palmiers, en fait, poussent, ils sont à mi-strate entre les arbustes et les grands arbres. La photo du milieu, c'est pas la forêt du Banco, mais c'est une pépinière, un pépiniériste français qui s'appelle Pierre-Alexandre Bonafos, un type extraordinaire, qui m'a beaucoup aidé pour faire le parc. Parce que quand je suis arrivé chez lui, il m'a dit « Oui, viens voir la pépinière, tout ça, tu vas voir, ça va t'intéresser. » Je lui dis « Mais c'est quoi? C'est ça ta pépinière ?» Il m'a dit « Ben oui, parce que comme ça, je peux savoir comment je peux associer les plantes, je peux voir comment poussent les plantes. » Donc lui, il a fait donc cette pépinière. Alors il a une petite pépinière de production, mais quand vous êtes dans sa pépinière, vous êtes dans un parc. Vous êtes déjà dans un parc. Et vous voyez en tant que jardinier ou amateur jardinier ou que vous êtes, vous voyez tout de suite ce qu'il est possible de faire. Et puis, il y a un grand personnage qu'on ne connaît pas ici en Europe, mais qui est un monsieur qui est tout aussi important que Francis Allais ou que Patrick Blanc, c'est Aké Assi. Monsieur Aké Assi, c'est un monsieur qui est un très grand botaniste ivoirien et qui, pendant toute sa vie, en fait, a travaillé à l'université Houphouët-Boigny à Abidjan, dans le département botanique tropical. Et lui, il a ramené des arbres de toute la Côte d'Ivoire qu'il a mis sur 5-6 hectares dont il disposait pour voir comment ces arbres se développaient, poussaient et aussi en sauvegarder. Et vous voyez une termitière là. Alors, tout ce qui est fourmilière et termitière, ça vous renseigne sur la santé du sol. Là-bas. Plus vous avez de fourmis, plus vous avez de termites et plus le sol est sain. Plus le sol est sain pour les racines, parce que ça creuse des galeries, comme vous l'expliquez tout à l'heure, le monsieur là, les plantes respirent énormément par les racines. Il y a des échanges gazeux qui sont phénoménaux par les racines. Dès que vous avez un sol asphyxié, la plante meurt par asphyxie, tout simplement. Donc, dès que vous avez une vie biologique du sol, qui est une vie biologique du sol importante et dense, dans une forêt, plus cette forêt est saine. Alors, le projet, ça c'est un peu les grandes lignes du projet. Il faut lire les éclatés à gauche du bas vers le haut. Première chose, dépollution du site. Donc, dépollution du site, c'est le groupe Veolia qui s'en est occupé. Donc, c'est très lourd en termes de travaux. Il faut avoir une topographie du site le plus douce possible parce qu'il ne faut plus que l'eau pénètre dans la décharge. En effet, la décharge, elle est pleine de lixivia. Les lixivia, c'est tout ce qui est l'eau, tout ce qui est suinte de tous ces déchets, qui est plus noir que le café et qui va se jeter dans la lagune ébriée. Donc ça, il ne faut plus qu'il y ait d'eau qui puisse s'infiltrer dans la décharge. Vous verrez tout à l'heure techniquement comment on fait. Ensuite, cette décharge, elle libère énormément de méthane. Donc, vu les conditions de dérèglement climatique, il faut absolument capter ce méthane. Donc, vous verrez tout à l'heure qu'on a installé une immense bâche sur les 100 et quelques hectares pour capter le méthane. Et ensuite, à peu près l'équivalent de 280 puits pour récupérer, aspirer les lixivia, les traiter dans une station d'épuration et aussi récupérer le méthane qui est une source d'énergie. Tout à l'heure, on a parlé de source d'énergie naturelle. Là, on a une source d'énergie naturelle qui est estimée par Veolia à peu près pour une dizaine d'années, production de méthane sur une dizaine d'années, et ça nous fait marcher une petite centrale de cogénération pour produire de l'électricité. Donc ça, c'est sur la totalité du site de 100 hectares. Et sur la partie haute de l'esquisse que vous voyez, le parc, lui, s'organise sur la partie qui est la partie où il y a le moins d'épaisseur de déchets, parce que c'est la partie la plus stable, la plus stabile.
Et c'est là où on peut vraiment installer un endroit qui puisse recevoir du public dans un site qui est un site Apex. Parce que ça peut péter quand même. Il y a plein de méthane, etc. Ça peut péter. Donc on a travaillé avec Veolia, on a travaillé avec le BNet pour se mettre d'accord sur des systèmes de protection pour éviter que le public, si vous voulez, le public fasse des conneries ou qu'il y ait un problème un jour sur un puits. Sur la droite, vous avez des dessins que j'ai faits pour vous expliquer un petit peu les ambiances que je cherchais à essayer d'obtenir à terme. Alors, là, c'est les grands partis, le parti d'aménagement avec les ambiances sur la partie sur laquelle j'ai pu intervenir, c'est-à-dire sur une trentaine d'hectares. Il y a ce que j'appelais sur la gauche, en haut à gauche, l'allée des géants. L'allée des géants, pourquoi ? Parce que là-bas, à Abidjan, vous avez ce qu'on appelle les fromagers. Ceiba Pantandra, qui est un arbre énorme. C'est un arbre qui est américain, qui pousse en Amazonie. Francis Allais a posé le rhododécime sur les fromagers, parce que c'est des arbres qui poussent jusqu'à 70 mètres de haut. Énorme. Et vous verrez tout à l'heure, ils ont tout un système de contrefort. C'est des arbres qui s'enracinent assez peu, mais ils ont un système de contrefort qui permettent de les rendre bien stables et qui ont une architecture absolument extraordinaire et merveilleuse. Ensuite, sur la photo en haut à droite, c'est la forêt. Alors, moi, je voulais absolument que sur le site, on puisse réinstaller une forêt un peu dans l'esprit du japonais Miyawaki et de Akeyashi pour respecter ces deux grands botanistes. L'idée, c'est de quoi ? L'idée, c'est on présente une palette végétale naturelle qui pousse en Côte d'Ivoire, notamment avec tous les terminalia et tous les palmiers qui existent, et on circule sur une passerelle. On ne marche pas sur le sol. À partir du moment où vous marchez sur le sol, vous provoquez une altération sur la biologie et sur le vivant du sol. Donc, on se promène hors du sol et on ne va jamais sur le sol, de manière à laisser justement toute la vie biologique et toute la dynamique du mulchage naturel de la forêt de s'installer. Le mulchage, vous savez ce que c'est ? C'est tout simplement les feuilles qui tombent sur le sol. Ces feuilles se dégradent lentement par le phénomène des animaux, des insectes, etc. et créent l'humus et qui permet justement à la forêt de vraiment bien se développer. Ensuite, il fallait absolument qu'il y ait un lieu de rencontre. C'était la volonté du commanditaire. Donc, il voulait que qu'il y ait une grande pelouse qui permette des manifestations. Donc, ça faisait partie du programme. Puis après, un endroit plus sauvage qui évoque une savane. Et dans cette savane, vous verrez, sont intégrés tout un système de réseau qui permet de récupérer la production des puits. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des arbres. Alors, les arbres sur le site, il y en avait plein. Là, notamment les terminalia. Donc, tous ces arbres ont été arrachés avant tout travaux de mise en œuvre de topographie du site. Et sur la droite, vous avez un baobab, le seul baobab que j'ai récupéré du site de la décharge. Alors, j'avais jamais fait ça de ma vie. Vous savez qu'ici, en pépinière, les pépinières, on fait très attention à la motte, on fait très attention à la partie au haut-pied, ce qu'on appelle le haut-pied, et on n'intervient jamais de cette façon-là. Ça, c'est carrément extrêmement violent. Mais la végétation là-bas s'en contrefou. Alors, moi, quand j'ai arraché les arbres, j'ai dit on fait comme ci, on fait comme ça. Tout le monde m'a pris pour un fada. Tous les gens là-bas, en Côte d'Ivoire, m'ont dit il est cinglé le français là. Hein. Alors, ça, c'est au début de la pépinière. Vous avez des tecs sur la droite. Vous avez les Ceiba Pantandra. Et pendant que ces arbres étaient mis en jauge, il fallait absolument remodeler toute la surface de la décharge. Donc ce sont des millions de tonnes de déchets qui ont été
déblayer, remblayer, de manière à obtenir les surfaces les plus planes possibles, pour ensuite installer ces fameuses bâches, pour éviter qu'il y ait toute pénétration d'eau, et pour pouvoir capter ensuite ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les fameux biogaz. Une fois que tout a été modelé, on a installé sur une fine couche en fait un sous-sol, ce qu'on appelle un horizon profond du sol. C'est un sol qui est inerte, qui a peu de vie biologique, quasiment pas, mais on l'a utilisé de manière à permettre d'avoir une sous-couche qui nous permette d'installer les fameuses bâches, dont vous voyez ici, qui sont donc des bâches qui permettent d'isoler la totalité du site des intempéries avec les foreuses. Il fallait faire les puits. Donc tout ça a été fait en même temps. Pendant ce temps-là, en pépinière, ça pousse. Et ça pousse remarquablement bien. Je me suis retrouvé... la pépinière, là, elle a à peu près 15 mois par rapport aux arbres que vous avez vus tout à l'heure. Je me retrouve avec une végétation un petit peu... Là, je suis très content parce que je suis le jardinier quand même. Donc, d'un côté, on fait des travaux qui sont des travaux extrêmement... alors, d'un coup dingue, parce que ça a coûté une fortune, tout ça. Et puis, d'un autre côté, je me dis, je vais faire un parc, pas avec des cure-dents. Je vais vraiment avoir une végétation qui va me permettre déjà de créer des ambiances. Alors ça commence à devenir intéressant parce que c'est la naissance du parc. Et donc, tout à l'heure, monsieur parlait du sol. Donc, j'avais la chance de pouvoir avoir des terres très humifères avec un complexe argilo-humique vraiment très très bien, un pH très légèrement acide. Et on a pu commencer à replanter les très grands sujets. D'où venaient ces terres-là ? Ces terres-là c'était des terres qui étaient des terres qui étaient juste à côté de la décharge et qui ces terres allaient être souillées parce que il y avait des projets immobiliers qui étaient prévus. Donc on a négocié avec les promoteurs la récupération de ce qu'on appelle l'horizon A. L'horizon A, c'est celui qui va entre 0 et 25 cm. C'est là où vous avez toute la richesse de la biologie d'un sol. Et puis voilà, ça commence. Alors là, c'est la partie la plus excitante, évidemment. C'est que tous les arbres que vous avez dans la pépinière qui se sont régénérés, vous les transplantez. Alors à nouveau, vous leur faites subir, bien évidemment, des tailles qui sont juste des tire-sèves, c'est-à-dire qu'on enlève le maximum de feuillage parce que les plantes transpirent énormément. Là-bas, il fait chaud. Donc l'idée, c'est de garder juste des tire-sèves et puis très très vite, le feuillage réapparaît et permet à la plante de s'installer. La petite forêt, elle est plantée sur des andins qui sont des talus qui font à peu près entre 1,50 m et 2 m maximum. Et dans cette forêt, comme j'ai un peu l'esprit tordu, ma passerelle, elle n'est pas droite. Parce que je me suis dit, si je fais une passerelle droite, ça n'a absolument aucun intérêt. Et donc là, je peux vous dire que là, c'était un peu mon chemin de croix, parce que, en fait, les Africains, ils ne travaillent pas tellement comme chez nous, quoi. Nous, on a fait des plans, on leur a expliqué qu'on pouvait faire des modules. Camille, qui n'est pas là, mais ingénieure, elle avait dit, mais Philippe, on a 5 modules. Avec 5 modules, on peut faire la passerelle. Moi, j'étais ravi. On a expliqué tout ça au serrurier du coin. On lui a dit, écoute, c'est pas compliqué. Tu fais 5 fois le même module différent, et après, c'est de l'assemblage. Non, le gars, il a fait au mètre linéaire. Hein. Il a dit, là, ça tourne, on tourne. Alors, ça a été vraiment terrible. Mais en fait, le dessin est ce qu'il est. Donc, c'est un dessin. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a un chemin qui vient un petit peu altérer la forêt ? C'est parce que ça, c'est un chemin technique. On est en zone de dépollution. Donc, il faut qu'un véhicule
type CAP4, puisse accéder à des puits, éventuellement voir si le puits fonctionne bien, etc. Donc c'est un chemin technique, mais normalement ce chemin ne disparaîtra, on ne le verra plus. Alors là, vous avez une autre image qui vous montre la grande tension depuis l'arrivée du futur parc d'Arquedo, avec la maison de l'environnement, où peut-être un jour le geste d'or pourra venir. Parce que, en fait, c'est grâce au geste d'or aussi que je vous montre ça, parce que quand j'avais montré tout ce projet à Pascal, il avait dit il faut que tu viennes le montrer, et j'ai eu déjà une récompense grâce à Pascal. Et on avait fait venir l'ambassadeur qui est venu spécialement, y compris chez Paprec à la Courneuve. Il s'était déplacé, et déplacer un ambassadeur de Côte d'Ivoire, c'est plus qu'un président de la République française. Hein, il faut savoir ça. Moi, j'ai des filles africaines puisque je suis lié au Burkina, parce que j'ai beaucoup d'enfants, comme tout le monde sait. Et c'est ma fierté, d'ailleurs. Mais voilà, donc il était venu. Donc voilà, continue. Donc là, vous voyez les grands principes. Alors, évidemment, le dessin, c'est un dessin fait par un occidental moyen, qui fait des jardins depuis 40 ans, et qui s'est trouvé devant un site de 30 hectares. Et moi, j'ai raisonné d'une manière occidentale. Ça, c'est ce qu'on peut me reprocher. Donc avec un grand axe, un bâtiment qui vient fermer en fait cet axe pour partie puisqu'il est traversant et il conduit jusqu'au bois des Macorés avec la grande pelouse. Mais vous avez la grande forêt sauvage qui est sur la droite. Donc la construction, il y a quand même une volonté de quitter la ville. L'idée, c'est de quitter la ville parce que la ville est tout autour. Et la ville qui est tout autour, c'est pas l'architecture que vous avez autour du Sénat là, ici. Hein. C'est du béton et du parpaing. Donc, je voulais absolument qu'on ait une allée que j'ai appelée l'allée des géants, que je vous disais tout à l'heure, qui permette de quitter la ville, de partir de la ville, de s'en séparer, pour justement arriver après la grande pelouse, et depuis la grande pelouse, avoir accès à la forêt. Donc aujourd'hui, c'est au bout de 5 ans, 5 années de travail, vous avez à peu près l'ambiance telle qu'elle est. Le parc n'est pas encore ouvert pour des considérations politiques, parce que ce qui se passe, c'est que maintenant sur les réseaux sociaux, là-bas à Abidjan, tout le monde a envie de venir au parc. Mais comme il y a des élections qui vont se faire en septembre ou octobre de l'année prochaine, je crois, pour l'instant, le parc, on le garde un petit peu comme étant un moyen de communiquer, comme on dit, autour. Les petits cabanons sont des petits cabanons qui ont été faits d'une manière tout à fait traditionnelle, qui servent soit de commodité, soit pour vendre des boissons. C'est des tout petits bâtiments, tout simple. Et vous voyez sur la photo de droite les jeunes Dendrocalamus giganteus. Alors, ça a un nom évidemment à coucher dehors, mais c'est un des bambous, une des graminées les plus grandes du monde, puisque les chaumes vont jusqu'à 20 mètres de haut. Donc l'idée, c'est que ces grands chaumes, en fait, vont séparer l'allée des géants de la plaine sportive, et la plaine sportive que vous voyez là. Et ces grands bambous, en fait, apporteront de l'ombre en fonction du moment où on se trouve. Soit vous êtes côté plaine sportive et vous aurez l'ombre, soit vous serez de côté de l'allée des géants et vous aurez de l'ombre. Le mobilier a été dessiné par Jean Servet-Saumian, qui est un grand artiste, un type que j'adore, et qui nous a fait du mobilier très étonnant, en métal, un type génial. Et voilà un peu l'ambiance à l'heure actuelle de la forêt. Alors, vous avez la passerelle qui passe. Elle est très discrète, mais elle passe dans la forêt. Que ce soit dans la photo de gauche ou dans la photo de droite. Et vous avez ces éléments techniques qui viennent, et qui participent bien évidemment à l'élaboration de ce parc. Mais petit à petit, on ne les verra plus en fait, parce que tout le long de la passerelle, c'est très densément planté. Mais très densément planté. Donc vous aurez une ambiance comme les forêts du Banco ou l'ambiance de
de la pépinière d'Alexandre Bonafos. Alors, vous avez un CIBA sur la droite, CIBA Pantandra. Vous voyez la façon dont cet arbre, en vieillissant, se développe. Il fait ses contreforts, et c'est grâce à ces contreforts qu'il acquiert une stabilité qui lui permet de monter très très haut. La grande pelouse, elle, servira à des manifestations culturelles, mais pas que. Il pourra se passer d'autres choses. Et la maison de l'environnement, en fait, la maison de l'environnement, elle sera dédiée, ça c'est une volonté depuis le départ, pour des conférences scientifiques, mais pas que. Il y aura aussi tout le volet culturel. Alors le volet culturel, vous avez en haut des œuvres qui sont des œuvres du musée d'art africain d'Abidjan, qui sont des œuvres traditionnelles. Il y a un art totémique là-bas qui est extraordinaire, ce qui explique que vous avez de nouveau sur les photos d'en dessous une façon de revoir l'art totémique aujourd'hui par les artistes africains. Ce que je peux vous dire, c'est que de part et d'autre de la grande pelouse, de part et d'autre des Dendrocalamus, il va y avoir une collection permanente d'art africain, un peu dans l'esprit de la Fondation Meg. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je travaille aussi sur une autre décharge, celle de Mindoubé, Libreville, qui est beaucoup plus petite, mais qui est terriblement polluante, et donc qui a fait l'objet d'un FASEP. Donc l'État français a aidé à ce FASEP, et là, à l'heure actuelle, on espère assez rapidement pouvoir entrer en travaux. Voilà. Merci. Je voulais juste vous dire la fin du poème de Maria Rilke. Nous sommes les abeilles de l'univers. Nous butinons éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'invisible. Et puisque j'étais à sa remise, qui est une première en France de distinction à l'Académie d'architecture l'autre jour, c'est le premier jardinier que nous, les architectes, nous avons honoré, en tous les cas que l'Académie a honoré. Et il a prononcé cette parole-là chez eux et chez nous. Merci à toi. Quelle question? On est très en retard, mais le philosophe Pierre-Olivier Monteil. Merci. C'est une question toute factuelle, c'est qui paye ce genre d'opération? C'est une bonne question. Alors, évidemment, je me doutais que cette question allait venir de l'Assemblée. Alors, ce sont des fonds internationaux. C'est la Banque mondiale qui est intervenue. C'est aussi le Fonds monétaire international qui est intervenu. Et ce sont des dettes. C'est de l'argent qu'on a prêté à l'État ivoirien, que l'État ivoirien doit rembourser sur 30 ans. Mais il n'est pas question de contrepartie qui ne remboursent pas. Hein. Ils ont souscrit à des prêts. Ça ne s'est jamais produit. Les remboursements sont là et ça a créé quelques des révolutions. Et il n'est pas question. Enfin, dans ce que j'ai entendu dire, d'abord, la Côte d'Ivoire est relativement stable comme pays par rapport à d'autres. Et en fait, il y avait un vrai problème environnemental là, à Kwedo, hein, parce que là, ce que je vous ai montré, ce n'est pas la fin. Il y a tout l'assainissement du village d'Akwedo qui venait dans la décharge. Tous les gens qui avaient des eaux usées, ils balançaient tout dans la décharge. C'était profondément épidémique. Donc, c'était extrêmement dangereux. Aujourd'hui, il y a un parc. Alors, ça va vous faire sourire. Mais aujourd'hui, ils vont lancer les travaux d'assainissement d'Akwedo. Et c'est pas fini. Il y a une école de filles qui va être construite. Et il y aura un marché qui va être construit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un système qui s'est mis en route, qui valorise toute cette partie-là,
et qui posent des questions, parce que moi j'ai voyagé, bon j'ai fait je sais pas une cinquantaine de voyages, alors là j'ai un bilan carbone très mauvais moi, hein. Mais j'ai voyagé avec des gens dans l'avion et ils me disaient mais c'est extraordinaire ce que vous faites, etc. Il faut absolument planter, il faut qu'on replante, parce que bon, on avait 44 colonies, hein. La France avait 44 colonies, je ne sais pas si vous imaginez. Mais il y avait 44 gouverneurs, donc des gens qui administraient tous ces pays. Mais il y avait une chose très importante qu'on a oubliée, c'est que dans chaque colonie, il y avait ce qu'on appelait des jardins d'essai. Pourquoi ? Parce que en fait, il y avait une agroforesterie qui s'était développée. Il y a des ingénieurs agro qui partaient dans toutes ces régions. Et l'idée, c'est comment pousse le teck, comment pousse les VA, comment pousse ci, comment pousse ça. Puis après, c'était tiens, je vais t'envoyer 50 plants d'EVA dans telle colonie. Tu vas me dire comment ça pousse. Tous ces jardins d'essai, Francis Allais en parle très bien. Tous ces jardins d'essai ont disparu suite aux indépendances, sauf un. Et j'en parle ici devant tout le monde, là, devant toute l'Assemblée, tous les gens très importants qui existent ici. Il y en a un qui n'a pas été détruit et qui est au Gabon, qui s'appelle le jardin de Sibang, que j'ai visité. C'est un jardin que j'adore, qu'il faut absolument sauver parce qu'il est associé avec l'herbier national du Gabon, qui lui a été détruit lors des manifestations qui sont passées en 2018, je crois, 2017. Il a été sauvé et en ce moment il est entreposé dans des espèces de boîtes. Il est hyper fragile. Et ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois que je suis allé à l'Arboretum de Sibang, il y a des Australiens scientifiques qui viennent voir comment un dessin très, très cartésien dans lequel il y avait des arbres, comment la nature a repris ses droits et comment ce qui était tout simplement un terrain d'expérience est devenu une forêt avec tout le côté, l'aspect naturel de la forêt qui s'est installé avec les plantes épiphytes, etc. Et ce jardin, il faut le sauver. Voilà, le jardin de Sibang. C'est une des missions du Geste d'Or aujourd'hui. Bon, je te remercie d'en avoir parlé. Oui. On est très en retard. Je me permettais de poser cette question parce que pour avoir été sollicité sur un problème de contrat chinois pour un aéroport dans un pays que je ne nommerai pas, eh bien, en fait, la Chine, elle, a un système de prêt d'argent avec une contrepartie de saisie du terrain, tout simplement. Oui, donc pareil pour les mines, c'est vrai aussi. Enfin voilà. Donc il y a le Fonds monétaire international. On est dans un environnement public, donc il faut aussi aborder ce genre de questions. La loi est importante et il faut passer de la loi nationale à la loi internationale pour que le genre de choses que vous avez faites, qui sont sublimes, je dirais, bénéficient vraiment au pays. Merci. Oui, Thomas Vigier, notre fondateur chef. Là. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Et je vous en prie. Merci beaucoup pour ce que vous faites. J'ai une question. Vous avez expliqué qu'au final, cette décharge a été créée par la ville, par une habitude de venir accumuler ici. Vous l'avez remplacée par ce magnifique parc. Mais aujourd'hui, ces déchets, parce que la ville continue à vivre et à s'expandre, qu'en est-il ? Alors, deux choses. La première chose, la décharge a été ouverte en 1965. Mais il faut bien savoir une chose, c'est que beaucoup de déchets sont venus d'Europe. Beaucoup. De France, d'Angleterre, d'Italie. Beaucoup. Parce qu'il y avait des vraquiers qui transportaient nos cochonneries. Et nos cochonneries, on les a mis là. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a touché et je me suis senti très impliqué dans cette revalorisation du site. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que dans les pays africains comme la Côte d'Ivoire, il y a des critères quand on fait une décharge, des critères qui sont très stricts. Donc on creuse, on fait un trou dans une zone bien donnée et on fait ce qu'on appelle un remplissage avec les déchets sous forme de lait, qui font à peu près
entre 30 et 40 cm et qui sont ensuite tassés par les pieds de mouton. Vous savez, ces espèces de grosses machines que je vous ai montrées tout à l'heure qui tassent. Bon, il y a des critères maintenant. Donc là, à Abidjan, vous avez plusieurs décharges qui répondent maintenant à ces critères internationaux. Ça n'existe plus maintenant des décharges comme ça à ciel ouvert. Et d'autre part, le commerce international de déchets exportés par la France, enfin la France a fait, vous vous souvenez des allers et retours de l'ancien paquebot France sous des noms divers qui devait être démonté en Inde, puisque l'Inde a été le pourrissoir de toute la flotte française, n'est-ce pas ? Et